Très bien. Eh ben, il est 18 heures. Je vous propose du coup de commencer ce webinaire. Donc, pour information, il est enregistré pour pouvoir être diffusé après sur notre site internet de l'ALEC. Donc, pour rappel, le webinaire a pour intitulé La chaleur renouvelable en copropriété. Donc, nous proposons ce webinaire avec l'ADEME. C'est Adrien Vassilevski qui est avec moi aujourd'hui. Et on va vous présenter un peu justement qu'est-ce que la chaleur renouvelable et comment la mettre en place dans votre copropriété. Donc, pour ce faire, je vais rappeler les règles du webinaire. Donc, pour tous ceux qui n'interviennent pas, je vous propose de couper votre vidéo ainsi que votre micro. Si vous avez des questions, une partie sur des questions-réponses sera disponible à la fin du webinaire. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat si vous voulez ne pas les oublier et on y reviendra également en fin de webinaire. Euh, du coup, on va pouvoir vous présenter un peu l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous faire une première présentation de l'ALEC pour recadrer voilà, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait comme mission. Il va y avoir également du coup une présentation de l'ADEME sur donc, la chaleur renouvelable, qu'est-ce que c'est. Je vais pouvoir revenir sur l'impact du diagnostic de performance énergétique par rapport à ces énergies renouvelables. Et enfin, on pourra laisser la main du coup à nos deux intervenants de la soirée sur un retour d'expérience en géothermie et également un retour d'expérience sur le solaire thermique. Et à la fin, comme je vous disais précédemment, le temps de questions-réponses. Donc, l'ALEC. Donc, l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole. On est une association de la loi 1901 et on est reconnu d'intérêt général. On a été fondé il y a bientôt 17 ans et on a pour but du coup d'aider les différents publics que je vais pouvoir présenter juste après à connaître et agir sur les consommations d'eau et d'énergie. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment de conseiller sur ces sujets d'énergie et d'eau. En parallèle de ça, on va également accompagner des projets. Moi-même, j'accompagne sur tous les projets de rénovation en copropriété. Et du coup, on a également un volet sur les énergies renouvelables et tout ce qui va être aussi autour de la copropriété, c'est-à-dire tout ce qui va être sur les espaces verts. On va pouvoir aussi traiter de tout ce qui est de bornes de recharge électrique. Voilà, c'est des questions qui tournent autour de la copropriété et on essaye de réorienter en fonction des demandes. Soit on les traite en interne, soit on vous renvoie sur les professionnels qui sauront mieux vous répondre. Donc, au niveau des missions à l'ALEC, donc on va avoir les missions sur les économies d'eau. Donc, ça va concerner effectivement donc, le grand public, tout ce qui va être copropriété et particulier. On va également accompagner sur ce volet-là toutes les collectivités qui sont adhérentes au sein de la métropole de Montpellier. Et on va également accompagner les écoles primaires. Voilà, donc on a une mission qui va être liée à ce niveau-là pour pouvoir accompagner sur ces sujets en interne. Ça va de pair avec effectivement les économies d'énergie. Donc les économies d'énergie pour tout ce qui va être particulier et copropriétaire, on va être sur ce qui est France Rénov avec le guichet unique de la rénovation énergétique, alors que sur les économies d'eau, on va plutôt être financé notamment par l'agence de l'eau ou la métropole, voilà, sur ces sujets un peu plus précis. Ensuite, on a développé également récemment des éléments sur la mobilité durable. Donc, on a le fameux Teams avec nos points info mobilité. Donc, on est joignable tous les mardis à ce sujet-là pour répondre sur tout ce qui est lié à la mobilité sur le territoire. On a également un élément sur l'alimentation avec les écominos passe à table. Donc, c'est pareil, c'est orienté sur les écoles primaires de la métropole pour pouvoir accompagner justement sur comment limiter les déchets, trouver comment dire, des repas qui sont aussi plus appréciés par les enfants. Donc voilà, il y a une petite construction autour de la cantine scolaire. Et donc après, le gros du sujet qui est aussi donc sur la rénovation énergétique avec le conseil, l'accompagnement du coup des copropriétés notamment, mais également des collectivités. Donc, pour faire un peu plus le focus vraiment sur la mission auprès des copropriétés, donc on est vraiment donc l'espace conseil France Rénov au niveau de la métropole. Donc, à grande échelle, on va être sur la France avec France Rénov. Et quand on vient zoomer et approfondir un peu plus au niveau local, on va être du coup le guichet unique au niveau de l'ALEC. Donc, l'avantage, c'est qu'on a un service indépendant d'information, on est neutre.
On sert de tiers de confiance en général auprès des copropriétés, des syndics, et on a un aspect de recul et d'analyse un peu plus agrandi que ce que pourraient proposer des fois certains professionnels. Et donc, on a l'avantage d'être gratuit puisqu'on est financé par la métropole et l'État pour assurer ces missions. Je vais pouvoir du coup laisser la main à Adrien Vasilevski de l'ADEME pour pouvoir vous présenter la chaleur renouvelable. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc Adrien Vasilevski, moi je suis chargé de mission transition énergétique à la direction régionale de l'ADEME Occitanie. Pour vous rappeler rapidement ce qu'est l'ADEME, on est un opérateur de l'État sous tutelle des ministères qui œuvront pour la transition écologique et la cohésion des territoires, donc auprès des entreprises, des collectivités, des citoyens. Donc nos missions, c'est développer la transition écologique à travers l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la mobilité, l'accompagnement des collectivités dans leur plan climat. On accompagne aussi l'expertise collective, donc on publie régulièrement des guides, des informations ou des avis sur de nombreux sujets. Et également, on accompagne l'innovation à travers différentes technologies en lien avec les énergies, l'économie circulaire et toutes les thématiques liées à la transition écologique. Ah, donc on est à peu près 17 directions régionales, on est à peu près 1000 collaborateurs. Et donc, moi, je suis basé à Montpellier, à la direction régionale, basée voilà, dans cette ville. Et donc, vous pouvez me contacter si jamais vous avez des sujets liés à la transition énergétique. Donc, moi, là, je vais vous parler de chaleur renouvelable. Donc, qu'est-ce que c'est que la chaleur renouvelable? Si vous voulez, dans les énergies, on a plusieurs choses. On a les énergies fossiles, on a les énergies renouvelables électriques, thermiques et le nucléaire à côté, qui est une énergie bas carbone. Donc, la chaleur renouvelable, ne pas confondre avec l'électricité renouvelable. L'électricité renouvelable, c'est le photovoltaïque, l'éolien, l'hydroélectricité. Donc là, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va pas parler de production d'électricité, on va parler de production de chaleur. Il faut savoir que aujourd'hui, la chaleur, ça représente 40% de l'énergie finale consommée en France à travers les consommations d'eau chaude sanitaire, de chauffage, d'eau chaude process pour l'industrie. Et aujourd'hui, sur ces 40% d'énergie finale, chaleur, il y en a plus de 80% qui est encore carbonée. Ça veut dire qu'elle est issue d'énergies fossiles que sont du gaz naturel ou du fioul, et très peu de charbon. Et donc, notre objectif à l'ADEME, c'est vraiment d'accompagner la transition vers le remplacement des systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, notamment pour les copropriétés, initialement assurées par du gaz et du fioul, par des énergies renouvelables thermiques. Et donc, l'objectif de ma présentation, c'est de vous expliquer quelles sont ces énergies renouvelables thermiques et quels sont les accompagnements pour pouvoir en bénéficier. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des énergies renouvelables thermiques financées sont le bois énergie. Donc, aujourd'hui, c'est la première source de chaleur en France pour la production d'eau chaude de chauffage. Et donc, l'idée, ce sont des chaufferies dans lesquelles on alimente avec du granulé ou des plaquettes forestières. On n'accompagne pas le bois bûche. Des chaufferies collectives qui vont être installées en pied d'immeuble et donc qui vont être alimentées par du bois issu de Conex de Syrie. Donc, ce ne sera jamais du bois direct provenant de forêt, mais uniquement du bois déjà certifié PEFC, mais surtout qui est dans le dernier maillon de la chaîne de valeur de la consommation de la ressource de la biomasse, c'est-à-dire après avoir réalisé du bois d'œuvre, du bois industrie. Là, on s'en sert pour alimenter les bois de chauffage. Donc, ces chaudières bois, voilà, elles permettent de pouvoir assurer de façon relativement facile la production de chauffage d'eau chaude sanitaire. La deuxième technologie dont je voudrais vous parler, c'est la géothermie. Alors, la géothermie, ça commence à exploser en Occitanie. On en voit de plus en plus. Aujourd'hui, on est à plus de 600 installations de géothermie sur la région Occitanie. Ça s'est développé depuis à peu près 20 ans. Et donc, le principe, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir récupérer les calories du sous-sol pour pouvoir les réémettre dans le bâtiment afin de pouvoir assurer le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments. Quand la biomasse ne permet pas de faire du rafraîchissement, eh bien, la géothermie permet de rafraîchir les bâtiments. Il faut savoir que le sous-sol dans nos régions
et notamment à Montpellier, à partir de 100 mètres de profondeur, il est compris entre 15 et 18 degrés. Et donc l'intérêt, c'est de réaliser des sondes. Donc on va faire des trous, des forages dans lesquels on va mettre des tuyaux qui vont échanger des calories, récupérer ce froid donc à 15-19 degrés, passer dans le bâtiment, être alimenté par une pompe à chaleur qui va elle-même rehausser ou rabaisser la température jusqu'à la température de confort et alimenter en chaud et en froid les bâtiments. Et donc, si vous voulez, on a des performances sur ces systèmes de géothermie qui sont 4 à 5 fois ceux qu'on observe sur des pompes à chaleur RR, donc des climatisations traditionnelles. Donc c'est ça vraiment l'avantage, c'est qu'on va pouvoir valoriser les calories du sous-sol et diminuer considérablement ses consommations d'électricité pour le même rendu en termes de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments. Ensuite, l'autre énergie, ça va être le solaire thermique. Donc, le solaire thermique, à ne pas confondre avec le solaire photovoltaïque, ce sont des panneaux, voilà, pareil, hein, qu'on place en toiture ou au sol, qui vont, à l'aide d'un fluide qui passe dans les panneaux, sous une surface absorbante, récupérer les calories du soleil et donc pouvoir principalement produire de l'eau chaude sanitaire. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que ces panneaux, ils ont une performance au niveau surface qui est 3 à 4 fois celle du photovoltaïque, sauf que là, on crée de la calorie. Voilà, le photovoltaïque, par exemple, vous mettez 1 mètre carré, eh ben, vous allez avoir une production de l'ordre de 20% de la transformation du rayonnement en électricité. Le solaire thermique, vous allez avoir une transformation de l'ordre de 80-90% du rayonnement en chaleur. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez, si vous avez des besoins en eau chaude sanitaire, c'est très intéressant de s'orienter vers le solaire thermique parce qu'on va avoir une surface qui va être très faible pour une production d'eau chaude sanitaire importante. Enfin, les réseaux de chaleur, donc ça, sur la métropole de Montpellier, ils sont extrêmement développés. L'idée, c'est de conduire de la chaleur et donc d'avoir des systèmes euh, qui vont être collectifs. Donc, un seul système de production qui peut être soit solaire thermique, soit biomasse, soit géothermie, à un seul et même endroit, mais qui va être relié à une multitude de bâtiments par réseau enterré d'eau chaude qui va pouvoir venir alimenter en sous-station tous ces bâtiments. Voilà. Donc, à quoi sert la chaleur renouvelable? Déjà, avoir une visibilité, une maîtrise des coûts de production. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le gaz, il n'est pas très cher, mais on n'est pas à l'abri de fluctuations, notamment en 2022 où il a explosé. Donc, l'avantage de ces trois énergies, c'est qu'on a une stabilité des coûts, une visibilité intéressante. En plus, on a des subventions sur lesquelles je vais revenir qui permettent d'avoir voilà, un coût d'investissement qui est surmontable. Voilà, on substitue des énergies fossiles, on a des réductions très importantes des émissions de gaz à effet de serre. Ça permet notamment d'atteindre des objectifs ou des obligations réglementaires. Toutes les technologies qui sont proposées aujourd'hui dans le cadre de nos dispositifs, elles sont matures, elles ont prouvé leur fiabilité et leur robustesse sur une durée de 20-30 ans, hein. Voilà, on peut avoir tous ces systèmes, quand ils sont mis en place, ils durent longtemps. Et l'avantage, surtout, c'est qu'on valorise des ressources disponibles à l'échelle locale, hein. Bon, le solaire et la géothermie, évidemment, sont des ressources qui sont non délocalisables, hein. On valorise le soleil et la température du sous-sol. La biomasse, on s'attache à encourager voilà, des approvisionnements avec des rayons de fourniture qui sont très faibles. Et donc l'avantage, c'est surtout voilà, que toutes ces technologies, elles sont fabriquées pour la plupart en France et surtout, voilà, ça demande une installation, une maintenance, un dimensionnement qui est fabriqué, qui est réalisé sur le territoire. Donc on est souverain et on a une création d'emplois locales intéressante et importante sur ces énergies. Maintenant, je vais vous parler des aides. Donc, si vous voulez, pour réaliser un projet de chaleur renouvelable, imaginons aujourd'hui, vous avez une copropriété hein, ou une entreprise qui est alimentée soit en électricité, soit en fuel, soit en gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et que vous voulez réfléchir à une solution que je viens de vous présenter, eh bien, la première chose à faire, c'est réaliser une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité, elle va permettre de pouvoir dimensionner au plus précis la technologie, le système qui sera le plus pertinent pour vos besoins, à la fois d'un point de vue technique, économique et juridique. Et donc, une fois que vous avez cette étude, ça va vous permettre de pouvoir lancer les travaux. Cette étude, elle est financée entre 50 et 70% du coût de l'étude. Cela dépend de la taille de la structure
qui porte l'opération. Habituellement, sur les copropriétés, quand c'est porté par une copropriété, l'étude est financée à 70%. Une étude, ça peut aller de 1000 à 8000 euros en fonction de la taille et du type de système qui va être étudié. Une fois que l'étude est réalisée, que le porteur de projet, donc par exemple le syndic de copro, a pris connaissance de l'ensemble des informations, donc du temps de retour sur investissement, des aides auxquelles ils avaient droit et de la façon dont les travaux vont être réalisés, eh bien, il peut passer sur la phase investissement. Quand il passe sur la phase investissement, du coup, on va le conseiller, l'accompagner dans l'identification d'un prestataire travaux et on va contractualiser un contrat d'investissement. Donc, on va financer une partie des investissements de façon à ce que l'installation soit rentable par rapport à une solution d'énergie dite conventionnelle, gaz ou fioul. Voilà. Donc là, les aides, on ne peut pas dire tout de suite quel est le taux d'aide sur un investissement parce qu'il faut déjà réaliser l'étude et le montant de l'aide sera euh, réalisé en fonction du nombre de la quantité d'énergie qui sera produite par l'installation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les financements à l'investissement, ils vont de 20 à 80% des montants de l'aide, mais ils sont identifiés, le montant de l'aide est identifié à la suite de l'étude de faisabilité. Voilà, il faut savoir que en complément des aides de l'ADEME, vous pouvez bénéficier également de cofinancement pour les mêmes opérations de la part de la région Occitanie ou du FEDER, qui sont des aides européennes qui permettent d'atteindre souvent des financements qui sont assez confortables et qui permettent voilà, de déclencher et de réaliser l'opération. Il faut savoir aussi qu'on intervient sur l'audit et la réhabilitation d'installations solaires thermiques. Voilà, il faut savoir qu'il y a parfois des installations solaires qui peuvent être défaillantes, qui n'ont pas été accompagnées suffisamment de l'amont, en tout cas ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand on intervient. Et donc, on peut intervenir en réhabilitation donc pour vous financer une partie des réparations et de la remise en état de l'installation solaire thermique. Je vous ai mis trois petits exemples rapides, mais après, dans tous les cas, on passera un peu plus de temps avec deux retours d'expérience intéressants. Une première, ça va être sur une école et une mairie, une salle des fêtes, voilà, qui sont alimentées par un petit réseau de chaleur alimenté par du bois énergie. Voilà, le coût des travaux était de 80 000 euros et donc l'aide ADEME plus région a été de 38 000 euros. Donc le reste à charge pour réaliser la chaufferie collective au bois énergie plus le réseau de chaleur pour alimenter tous ces bâtiments communaux, il était seulement de 43 000 euros. Donc ça permet vraiment de faire des économies en termes d'investissement, mais surtout en termes d'exploitation à la collectivité. Un exemple pour de la géothermie, pareil, là on est sur une structure multi-accueil, donc notamment une école primaire et des bâtiments communaux, sur lesquels on a mis en place un système de géothermie, donc sur sonde, avec une pompe à chaleur, et donc qui permettent voilà, de pouvoir assurer le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment. Pareil, on est sur des coûts de travaux de 84 000 euros avec une aide ADEME de 21 000 euros. Enfin, une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire pour des centres de secours, pour des SDIS, des bâtiments de pompiers dans le Gard. Donc là, on est sur trois bâtiments différents, à Alès, à Nîmes et à Vauvert. Donc il faut savoir que les SDIS sont des gros consommateurs d'eau chaude sanitaire pour les douches. Et donc ces installations, voilà, les trois ont coûté 64 000 euros avec une aide ADEME de 23 000 euros. Et aujourd'hui, ça permet de couvrir plus de la moitié des besoins d'eau chaude sanitaire, donc avec des temps de retour d'investissement qui sont très intéressants, sachant qu'avant, c'était alimenté à l'électricité qui est aujourd'hui une des énergies les plus chères sur le marché. Et donc là, 57% des besoins de CS sont couverts par le solaire thermique, donc quasiment gratuit si on enlève juste la maintenance. Et voilà, c'est de l'énergie quasi gratuite. Comment faire pour être encore mieux accompagné que par ces subventions? Eh bien, si vous voulez, sur l'ensemble du territoire français et notamment en Occitanie, on a développé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années le réseau d'émissions chaleur renouvelable. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une à deux personnes, voire trois en fonction de la taille du département, donc par département, qui sont des thermiciens. Et donc, je les salue d'ailleurs parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui vous accompagne de A à Z sur votre projet. Ça veut dire que dès que vous avez le souhait d'étudier ce type de technologie, eh bien, vous pouvez prendre contact avec eux. Je vous ai mis en bas le lien de la plaquette de présentation. Vous avez les contacts
téléphone et mail de chaque département et ils peuvent vous aider dans déjà un premier diagnostic de votre installation afin de voir quelle serait la technologie la plus intéressante, c'est gratuit, et réaliser un premier dimensionnement et une idée de combien ça pourrait vous coûter et des subventions que vous pourriez avoir. Bien sûr, ça ne remplace pas une étude de faisabilité par un bureau d'études, mais c'est déjà une première image, une première idée de ce que vous pourriez faire de façon gratuite. Donc là, je vous ai mis de façon plus représentative l'accompagnement de la mission chaleur renouvelable sur l'Hérault, qui est assurée par Hérault Énergie. Donc je vous ai mis leur contact. Évidemment, leur accompagnement ne s'arrête pas que à l'initiative du projet, mais ils vous accompagnent aussi dans le dépôt des demandes d'aide auprès de l'ADEME et de la région. Donc en soi, ils vous aident sur la partie technique et administrative. Ils participent aux restitutions des études pour vous apporter un avis technique sur le rendu. Ils vous aident aussi pour le dépôt du projet d'investissement avec les financeurs. Et enfin, ils suivent le fonctionnement des installations sur la première année de fonctionnement afin de voir si l'installation tourne bien. Voilà, donc là, je vous ai mis sur ce slide la carte des différents acteurs du réseau des missions chaleur renouvelable par département avec leur numéro de téléphone. Eh J'en bien, ai fini pour merci. cette présentation. Du coup, je vais introduire hein, les deux autres participants. Du coup, sans plus attendre, on va laisser la main à Monsieur Daniel Giesner, qui est On va pro. peut-être juste faire un point sur le DPE avant de partir sur les retours d'expérience. D'ailleurs, j'en profite pour compléter un peu voilà, ce qui a été dit par Adrien Vassilevski. Effectivement, donc, les aides qui sont proposées par l'ADEME, elles peuvent venir également en complément d'un projet de rénovation. C'est-à-dire que nous, on a des copropriétés qui ont étudié de faire une rénovation énergétique de leur copropriété, donc avec de l'isolation de l'enveloppe, la toiture, les murs, les planchers bas, la ventilation mécanique contrôlée et qui ont également aussi réfléchi à passer par exemple d'une chaudière fuel à une chaudière bois. Donc, c'est les aides que propose l'ADEME. Donc, il y a une première partie effectivement sur l'étude pour vérifier si la faisabilité est réalisable. Mais il y a également du coup une aide à l'investissement qui en fait se complète à ma prime rénov copropriété qui permet en fait de pouvoir justement combler la partie chaufferie et des fois dépasser les pourcentages qui sont donnés juste par ma prime rénov copropriété. Voilà, donc ça fait un complément au niveau de l'investissement. De plus, au niveau de l'audit effectivement du solaire thermique, c'est vrai qu'à Montpellier et dans la région de manière générale autour de la Méditerranée, on a eu beaucoup d'installations qui ont été faites dans les années passées. Donc il y en a qui fonctionnent, encore heureusement, mais il y en a effectivement d'autres où il y avait un peu une opportunité d'installer des panneaux parce que ça coûtait pas très cher, parce qu'il y avait des aides financières à un moment donné, et malheureusement le dimensionnement n'a pas été adapté, par exemple à la copropriété. Il y a eu également peut-être certaines copropriétés qui ont eu des soucis de maintenance parce que voilà, il n'y avait pas un contrat qui avait été mis en place euh, dès le début et donc du coup bah, ça a augmenté, on va dire, la détérioration de l'installation. Mais on a effectivement plusieurs copropriétés et d'autres types de bâtiments qui ont réalisé l'audit énergétique pour pouvoir en fait reprendre l'installation, voir ce qui n'allait pas et de proposer du coup une modification et une amélioration. Et on a des copropriétés qui sont reparties à nouveau sur ce fonctionnement. Donc c'est ce qu'on verra avec un retour d'expérience sur le solaire thermique et qui illustre totalement voilà, cette réhabilitation solaire thermique qui est importante et intéressante chez nous. Du coup, pour revenir encore à nouveau un peu sur la partie plus pratique et juridique, on va refaire un point donc sur le diagnostic de performance énergétique. Donc, pour rappel, au niveau des copropriétés, on a la loi climat et résilience de 2021 qui a proposé 4 mesures euh, à la loi, en fait, notamment avec donc, l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique collectif. Il existait déjà au niveau de l'individuel, il y avait déjà certaines personnes qui le mettaient en place. Donc, individuellement, on va être vraiment sur le logement, alors que le collectif, on est sur la copropriété. En parallèle de ça, il y a eu également l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.
Donc le diagnostic de performance énergétique, lui, a vraiment pour but de faire un état des lieux énergétiques de la copropriété. C'est un document qui sert notamment d'appui pour pouvoir demander les aides financières de ma prime rénov copropriété. Alors que le plan pluriannuel de travaux, lui, va venir avec un aspect plus complet et on va également proposer des scénarios et des lots de travaux sur la pérennisation du bâtiment. Donc, ces deux éléments qui sont complémentaires, le fait de réaliser ces diagnostics sont obligatoires et ça permet en fait à la copropriété d'avoir un premier état des lieux et de se projeter sur des scénarios de travaux. D'ailleurs, certains bureaux d'études qui réalisent le DPE et le plan pluriannuel de travaux proposent des fois dans les méthodes de chauffage de passer sur des systèmes combinés avec de l'eau chaude sanitaire, euh, avec du solaire thermique et une méthode utilisée actuellement. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu plus proposées. J'y reviendrai juste après de l'intérêt d'avoir des énergies renouvelables dans un bâtiment au niveau du DPE. Les deux dernières mesures de cette loi, donc c'est effectivement la vente et la location des biens avec la notion de passoire thermique. Donc il y a un agenda qui a été mis en place pour limiter et empêcher, interdire les locations des logements qui seraient considérés comme des passoires thermiques, et c'est-à-dire où en fait certains sont presque invivables, il fait trop chaud l'été, ou il fait trop froid l'hiver. Donc le but c'est vraiment d'accompagner à pouvoir faire de la rénovation énergétique. Et il y a également, du coup, une mesure qui concernait les bornes de recharge électrique pour la mise en place plus rapide sur les bâtiments collectifs, notamment. Donc, le DPE collectif, au niveau de l'agenda, donc il y avait l'obligation de réaliser ce DPE pour tous les bâtiments qui ont été construits, en tout cas avec un dépôt de permis de construire avant 2013. Et le but quand même un petit peu de l'État, c'est de finaliser l'ensemble des copropriétés et des logements vers des étiquettes A ou B. Pourquoi cibler particulièrement les logements? Parce qu'en fait, c'est ce qui consomme le plus d'énergie au niveau d'énergie thermique, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un accompagnement, par exemple, auprès des bailleurs sociaux, mais il y a aussi une mise en avant pour s'occuper des différents logements, que ce soit individuels ou collectifs. Donc, normalement, l'ensemble des copropriétés sont déjà dans la démarche de réaliser le DPE ou le 3PT ou alors l'ont déjà réalisé, puisqu'effectivement, au 1er janvier 2024, c'était les grosses copropriétés de plus de 200 lots qui étaient concernées. Au 1er janvier 2025, c'est les copropriétés jusqu'à plus de 50 lots. Et pour l'année prochaine, au 1er janvier 2026, ce sera pour les copropriétés inférieures à 50 lots. Du coup, pour refaire un point sur le DPE qui, lui, est individuel, donc qui peut être différent, par exemple, d'un DPE à l'échelle du bâtiment, on a effectivement donc, le gel des loyers qui est déjà mis en place depuis plusieurs années. En 2023, c'était l'interdiction des étiquettes DPE G avec des consommations annuelles à plus de 450 kWh par mètre carré par an. Donc ça, nous, dans notre région et sur Montpellier, on le croise un peu moins parce que le climat est quand même plus doux au niveau de Montpellier. Et donc, c'est des étiquettes qu'on voit moins souvent, mais qui sont quand même encore existantes. Et depuis le début de cette année, c'est la location interdite sur les étiquettes G de manière générale. Et donc après, 2028 pour les étiquettes F et 2034 pour les étiquettes E. Donc voilà, il y a une mise, ça peut changer. On ne sait pas après comment va être décidé à ce niveau-là, mais en tout cas, c'était le projet actuel et comment est décliné le calendrier. Pour compléter sur donc le DPE, à l'heure actuelle, on a deux étiquettes. Ça, c'est depuis 2021. On a vraiment l'étiquette avec la consommation, c'est-à-dire que par exemple, là, le logement, il va consommer 271 kWh par mètre carré par an. En fonction de cette quantité, on va être étiqueté de A à G. Et on a également les émissions à effet de serre qui sont bien mises en avant à l'heure actuelle et qui, elles, vont dépendre particulièrement de la source d'énergie qu'on va utiliser. Si on utilise du fuel ou du gaz, on va avoir une étiquette qui sera moins bonne au niveau des gaz à effet de serre parce que forcément, ce sont des énergies qui produisent du CO2. Et par contre, on va avoir des meilleures étiquettes pour l'électricité et pour tout ce qui va être énergie de chaleur renouvelable. Donc voilà, c'est deux éléments qui se complètent au niveau de l'étiquette énergétique parce que l'étiquette énergétique va prendre la plus mauvaise
classe. C'est-à-dire que même si on peut être classé D au niveau de la performance énergétique parce qu'on a peu de déperdition dans le bâtiment, on peut quand même être étiqueté E parce qu'on va avoir une production fossile qui va du coup euh, venir diminuer la note en classe E. Voilà, donc c'est deux éléments qui sont assez importants à retenir et c'est ce qui va avoir l'énergie renouvelable du coup va avoir un impact plus important parce qu'elle va être décarbonée et c'est ce qui va permettre du coup d'avoir une meilleure étiquette, notamment avec l'utilisation du solaire ou de la géothermie. Pour finir un peu sur ces éléments obligatoires, donc le projet de plan pluriannuel de travaux, on a vu également que c'était un document obligatoire à réaliser. Pour le coup, il est censé être réalisé au 1er janvier 2025 pour toutes les copropriétés, quelle que soit leur taille. Il est en général en complément du diagnostic de performance énergétique et certaines copropriétés ont même réalisé des diagnostics plus complets qui vont regrouper ces deux documents. Donc, du coup, on va pouvoir passer sur les retours d'expérience en chaleur renouvelable. Et donc, comme a pu le dire Adrien tout à l'heure, on va pouvoir commencer donc avec Daniel Giesner et Alain Roulet, si je ne me trompe pas dans vos noms de famille. Et je vous laisse la main pour présenter un peu votre projet. Eh bien, notre projet, c'est une résidence senior qui fonctionne depuis 4 ans. Alors, le projet initial, c'était dans deux immeubles, un immeuble de 11 logements et à l'autre bout du terrain, c'est-à-dire à une quarantaine de mètres, un petit immeuble avec 4 logements. Alors, dès le départ, nous avons été conseillés sur la géothermie, ce qu'on a mis en pratique. Et cette géothermie s'est manifestée de la façon suivante. Euh, 5 puits, 150 mètres de profondeur, qui vont chercher de l'eau qui est aux environs 13 degrés. Il y a deux pompes à chaleur qu'on voit là. Et et puis, c'est chauffé par le sol, hein. Il y a tout un réseau de tuyaux qui circulent dans le sol, que ce soit en rez-de-chaussée ou aux étages. Alors, l'investissement de cette affaire-là, c'était 170 000 euros, 170 600. Là-dessus, nous avons obtenu de l'ADEME 24 000 et de la région presque 36 000, en tout 60 000. Alors, ça fonctionne de la façon suivante. Chaque logement euh, est équipé d'un compteur d'énergie fournie, c'est-à-dire chaleur quand il fait froid et rafraîchissement l'été. Et nous faisons un relevé 2 fois par an pour refacturer donc aux occupants. Et on a choisi de faire ces relevés fin janvier et fin juillet, ce qui permet d'avoir grosso modo moitié hiver, moitié été sur chacune des deux factures. Donc on a des coûts à peu près équivalents. Alors, euh, ce que l'on a constaté tout de suite, c'est que le fonctionnement euh, revient, j'ai presque envie de dire, peu cher. En effet, il y a dans le local chaufferie, il y a un compteur qui indique notre consommation d'électricité. Et dans les locaux, c'est-à-dire dans les logements et dans les parties communes, il y a des compteurs qui indiquent l'énergie fournie en kilowattheure aussi, et le rendement approche les 500%. Ce qui fait que le résultat, pour les logements, la facture semestrielle
varie entre 60 et 85 euros, selon que les gens ouvrent leurs fenêtres en hiver, ou etc., quoi, hein, tout le monde, où il y en a qui chauffent plus que d'autres. Mais bon, c'est entre 60 et 85 euros par semestre, ce qui, ce qui est relativement pas cher, hein. Alors, ce que on a constaté, que la consommation liée au chauffage rafraîchissement a été sur 7 semestres de 26 400 kWh, et la fourniture d'énergie a été de 128 000, ce qui, ce qui nous fait apparaître une économie pour nous de l'ordre de 21 000 euros, soit 6 000 euros par an. Alors, l'investissement étant relativement important, on le retrouve dans le loyer, puisque le loyer tient compte du montant des investissements. Par contre, la dépense en fonctionnement, j'ai envie de dire, est faible, ce qui, globalement, en faisant le plus et le moins, est quand même encore bien intéressant. Voilà, c'est en gros ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Peut-être quelques Ah oui, questions rapides pour compléter. Allez-y, je vous en prie. encore un détail, pardon. Ultérieurement, c'est-à-dire quand cette installation a été faite, on a acquis un autre immeuble qui est contigu à celui que vous voyez sur la photo, où il y a 10 logements, et on a pu brancher le chauffage, rafraîchissement géothermique sur ce nouvel immeuble sans rajouter de pompe à chaleur, puisque l'installation initiale, un diagnostic a montré qu'elle était suffisante pour aussi chauffer ces 10 logements supplémentaires. Et du coup, ça va compléter sur ma question en disant que vous étiez parti quand même de bâtiments existants, vous avez rénové également en partie pour pouvoir y habiter dedans. Donc, on a effectivement cet exemple de rénovation d'un vieux bâti pour le rendre performant, limiter les déperditions et avoir installé en parallèle, du coup, un système de chauffage et de refroidissement, ce qui est quand même important pour aussi les copropriétés et donc avoir un fonctionnement qui est très peu coûteux, parce que vous l'avez dit, donc on est entre 60 et 80 par semestre Oui. au niveau de la consommation et du coup de l'impact économique. Euh, et du coup, au niveau de l'entretien, j'imagine qu'il y a du coup une entreprise qui vient régulièrement vous vérifier bah, l'installation géothermique et les pompes à chaleur. Oui, c'est ça. C'était l'entreprise qui a fait l'installation. On a un contrat d'entretien. Et puis, il vient, je crois, 2 fois l'an, hein. 2 fois l'an. Oui, 2 fois l'an. Et si on avait un problème, ben, il viendrait, quoi. Et Mais au niveau jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Parfait. Et au niveau du prix de la maintenance et de l'entretien, ça vous coûte à peu près combien dans l'année? C'est répercuté sur les factures ou c'est payé différemment? 1200, le contrat d'entretien. D'accord. Merci. On a une question de Dominique qui nous demande quel était le mode de chauffage précédent. Eh ben, précédemment, il n'y avait rien, puisque l'immeuble que vous voyez sur la photo était à l'abandon, si j'ose dire, depuis les années 70. Et l'autre immeuble, le petit immeuble de 4 logements était en fait une espèce une très grande grange, j'ai envie de dire, enfin un hangar, quoi, qu'on a transformé en logement. Et l'immeuble que nous venons d'acquérir, c'était
un ancien immeuble dont seule la façade a été gardée, la façade et la toiture, et tout le reste avait été fait en béton, mais c'était resté en plan. Et puis nous l'avons terminé. Très bien. Sauf s'il y a d'autres questions par rapport à ce projet-là. Alors, question supplémentaire. Sur le reste à charge, avez-vous majoritairement emprunté ou bien était-ce un apport en fonds propres de la part du coup des copropriétaires? Alors, bon, le maître d'ouvrage, là, on est une société. On a grosso modo un tiers enfin sur le prix de revient global, hein, un tiers de capital social et deux tiers d'emprunt. Et cet investissement a été fait dans le cadre de la rénovation, de l'achat-rénovation, j'ai envie de dire. Donc on peut aussi dire que c'est un tiers, deux tiers, quoi, apport, emprunt. Très bien. Merci pour ces compléments. Encore une question complémentaire. Quelle est votre appréciation en termes de qualité du chauffage? Écoutez, là, je peux vous dire que tous nos résidents, qui sont des personnes âgées, hein, elles sont toutes très contentes. Bon, on a une très bonne isolation, hein, mais ça chauffe bien et ça rafraîchit bien. Parfait. Je vais peut-être répondre à la question qui vient d'arriver, là, les contraintes techniques de la géothermie dans une copropriété en ville. Alors, en fait, la difficulté qu'on rencontre souvent sur la géothermie pour la rénovation, c'est le foncier. Parce que ce qu'il faut, c'est mettre en place des sondes géothermiques. Donc, il faut faire des forages. Et souvent, il faut les espacer de 8 à 10 mètres entre elles. Et donc, vous voyez ici, par exemple, là, c'est une petite copropriété. Du coup, il y a eu besoin de 5 forages. Donc, ça revient déjà à un maillage. Si on fait un carré où on met 5 sondes séparées de 10 mètres, déjà, il faut quelques mètres carrés pour les implanter. Donc souvent, par exemple, on se sert de la réfection des parkings, où on va refaire la chaussée et on va en profiter pour faire des forages à cet endroit-là. Mais ça, c'est une des difficultés qu'on a parfois. Ça peut être rédhibitoire quand on est sur des zones très denses sur lesquelles il n'y a pas de parking ou pas de foncier sur lequel on peut faire du forage suffisamment espacé. C'est difficile de faire de la géothermie, même s'il y a des technologies qui apparaissent qu'on appelle sondes déviées, sur lesquelles on peut partir d'un seul point en faisant des sondes qui partent pas à la verticale, mais un peu en diagonale. Bon, voilà, il y a des nouvelles technologies qui permettent de résoudre ce problème. Et puis la deuxième difficulté qu'on rencontre avec la géothermie dans les copropriétés, c'est de voir si le système secondaire, donc la distribution, elle peut permettre de pouvoir mettre de la géothermie. Par exemple, si vous avez des radiateurs électriques et pas de distribution hydraulique, et là c'est embêtant parce qu'il faut refaire tout le système de distribution adapté à un système de production d'eau chaude ou d'eau froide collectif. En plus de ça, si vous avez des émetteurs haute température, donc des gros radiateurs en fonte dans lesquels circule de l'eau à plus de 70 degrés ou 70, 65 degrés, là, pareil, il va falloir adapter les émetteurs pour de la basse température, parce que la géothermie, en chauffage, elle produit principalement des températures qui sont aux alentours de 30, 35, 40 degrés. Et donc là, voilà, c'est important de revoir les émetteurs. Bon, après, c'est des solutions qui peuvent être résolues avec des travaux à l'intérieur quand voilà, le système n'est pas adapté tout de suite à de la basse température géothermique. Pour compléter, c'est sûr qu'en copropriété, la géothermie, elle est facile à mettre en place dès qu'on a un système de chauffage collectif et qu'on a effectivement un peu de foncier, donc du parking en général, pour pouvoir le mettre en place. Sur des installations neuves, c'est assez facile parce qu'on peut même en profiter au niveau des fondations. Voilà, il y a des éléments qui peuvent être faits un peu plus approfondis au niveau de la technologie. Mais c'est vrai que voilà, nous, au niveau des cadres des copropriétés, ça fonctionne très bien. Mais il faut prendre en compte qu'effectivement, le système intérieur reste un système de radiateur à eau, quand même relativement récent. Donc effectivement, les radiateurs à fonte j'en ai pas trop vu encore en copropriété, mais il y en a qui sont restés sur ce modèle-là.
Et ça peut, voilà, ça fonctionne si on a déjà une chaufferie collective. Je sais qu'il y a des copropriétés qui peuvent passer de chaudière à fioul à de la géothermie ou de chaudière à gaz carrément à de la géothermie. Ça peut se faire également. Je prends le relais sur l'autre question. Faisabilité à partir d'un réseau d'eau chaude et d'eau froide d'une chaudière gaz. Donc, bien sûr, c'est presque l'idéal, j'ai envie de dire, de partir de cette base-là. Après, ça va juste poser question sur les émetteurs, parce que souvent, les chaudières gaz, c'est de la haute température. Voilà, il est possible de juste changer les émetteurs avec de la basse température. Soit mettre des radiateurs plus larges, donc qui vont avoir une surface de diffusion et d'échange plus important, parce qu'on est sur de la température moins élevée que celle d'une chaudière à gaz. Ou alors mettre des ventiloconvecteurs, ce qu'on appelle plus communément des splits, dans lesquels on va pouvoir voilà, diffuser par ventilateur, le chauffage ou le rafraîchissement basse température, ça se fait très bien aussi. Et pour faire la dernière question avant de passer au solaire thermique, on verra si on aura le temps d'y répondre sur les dernières à la fin de la présentation. Donc, on a une question pour demander la typologie des logements que vous avez, vous, sur votre résidence. Alors, ce sont essentiellement des T2 et il y a un tout petit nombre de T1 et un T3. Très bien. Ben, merci en tout cas pour cette présentation. Et si on a un peu de temps à la fin et que vous êtes toujours avec nous, on pourra peut-être répondre à d'autres questions qu'il pourrait y avoir à ce moment-là. Du coup, on va pouvoir passer à l'installation en solaire thermique avec Monsieur Coquille. Oui, alors attendez. Est-ce que c'est tout bon là, son et image? C'est parfait. Cool. Bonjour, donc Antoine Coquille, Société Montpellier Solutions Maintenance, donc on est basé à Montpellier. Donc nous, pour ce projet-là, Carré Nostra, c'est un projet sur lequel on avait été sollicité par le gestionnaire de copro. Moi, enfin, on est prestataire de maintenance pour des chaufferies collectives. Donc je faisais déjà du solaire comment dire, en maintenance. Mais pour ce projet-là, du coup, qui était cofinançable par l'ADEME, il fallait absolument du coup que l'on soit qualifié SOCOL. Enfin, il y a plusieurs critères en fait d'éligibilité. Il faut soit être, je crois que c'est solaire installation collective ou maintenance solaire collectif. Donc du coup, on a travaillé en collaboration avec le bureau d'études qui avait fait l'audit en fait de l'installation. La configuration de ce réseau, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y avait beaucoup trop de panneaux, qui a créé beaucoup de surchauffe. Donc, il a fallu remplacer toute la tuyauterie qui était dans un matériau qui n'est plus utilisable sur ce type d'installation, qui est l'acier électrozingué. Donc, il a fallu refaire tout le réseau hydraulique, passer de deux ballons de stockage à un seul, parce qu'on a supprimé la moitié des panneaux solaires. En fait, si vous voulez, on s'est rendu compte que par rapport aux besoins des logements, les 28 capteurs étaient beaucoup trop, enfin, il y en avait beaucoup trop. Donc, on est passé à 14. Donc là, aujourd'hui, on a une configuration avec deux champs de 6 panneaux, un champ de 3 panneaux et un seul ballon du coup de stockage, comme je vous disais. Donc tout ça, du coup, est neuf. La seule chose qu'on a conservée, du coup, c'est les panneaux à laquelle on est venu apporter une maintenance curative, en fait, en les nettoyant et en essayant de garantir un certain débit. Et voilà, après, bah, la mise en service, on a respecté les préconisations en fait, de l'étude du bureau d'études. Et bah, du coup, comme je vous disais en introduction, il a fallu que l'on passe une formation de solaire thermique exploitant, voilà, qu'on a suivi à Chambéry en 2023 du coup. Donc si je dis pas de bêtises, je pense que c'est plutôt Monsieur Vasilevski qui doit avoir les infos là-dessus sur la proportion de financement. Il me semble que c'était quasi 50%, je crois, sur ce projet-là. Si on compte du coup la mission du bureau d'études et la nôtre. Donc voilà, aujourd'hui, on a du coup un système, donc on le voit en fait sur le slide, du coup on a aussi on a mis en place, enfin il y avait déjà un compteur
un compteur calorifique en fait qui connecté, mais il était non fonctionnel qu'on a remplacé. Donc là aujourd'hui, la copropriété a souscrit un abonnement avec l'INES, du coup, qui est l'Institut national de l'étude solaire, du coup, qui récupère toutes les informations mensuellement, qui établit un tableau de rendement de l'installation. En plus de ça, la copropriété était déjà équipée du coup d'un capteur qu'on voit en fait, le capteur Texol, c'est quasiment le même modèle en fait que vous voyez sur le slide, qui permet en fait de renvoyer les mêmes informations, cette fois-ci au bureau d'études, qui s'appelle Texol, du coup, qui ont développé leur propre capteur. Donc en fait, on a un double suivi, si je peux dire. Moi, d'un côté, j'ai le bureau d'études qui peut me solliciter en me disant voilà, que les températures sont pas toujours bonnes. De même, en fait, que l'INES. Les copropriétaires ont un accès aussi, du coup, à la plateforme de l'INES pour avoir comment dire, un suivi, en fait, de ça aussi. Donc, on a une très bonne relation avec le membre du conseil syndical qui est dédié à ça, qui relève, on va dire, tous les mois le bon rendement de l'installation. Donc, on a fait les travaux l'été 2023, donc l'installation est fonctionnelle depuis le 1er août, je crois, 2023. Donc là, voilà, c'est plus de 40% d'économie du coup sur la facture de gaz à la fin de l'année, bah, du coup sur une énergie qui est gratuite. Euh, sur le principe, la seule dépense liée du coup à cette installation, une fois qu'elle est faite, c'est le contrat de maintenance voilà, qui représente, on va dire, entre 4 et 500 euros à l'année, on va dire, sur une gamme mensuelle. C'est-à-dire contrôle et puis après la maintenance préventive, bien sûr, du ballon, des panneaux, etc., de façon trimestrielle ou semestrielle, selon les gammes de maintenance. Voilà. Je suis peut-être allé un peu vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est Euh, très clair, en tout cas, merci beaucoup. En fait, l'objectif un peu de cette présentation, c'est vrai qu'on est parti d'un projet de réhabilitation. Alors, ça fait un petit peu bizarre quand on veut faire la promotion des énergies renouvelables, mais c'est surtout justement pour partir un peu dans le sens inverse, et ça rejoint un peu la question qui vient d'être posée par une dame de l'Institut Agro, du coup, sur les problèmes et défaillances que vous pouvez observer. Si vous voulez, il y a pas mal de contre-références qui sont apparues au début des années 2000 jusqu'à début des années 2010, parce qu'il n'y avait pas énormément d'encadrement ou de guides et de structuration de la filière, dans le sens où aujourd'hui, en tout cas pour toutes les installations collectives qui sont, et individuelles aussi d'ailleurs, qui sont financées, accompagnées, eh ben, si vous voulez, aujourd'hui on a vraiment un canevas de documents, à la fois sur le dimensionnement, l'étude de faisabilité qui fait l'objet d'un cahier des charges précis avec des ratios clairs, l'installation, la mise en service dynamique, donc une mise en service dynamique qui permet de pouvoir, bah, dès les premiers jours de la mise de l'installation, et ben, suivre en temps réel la production et s'assurer de façon très précise avec un monitoring, avec des relevés de performance, du bon fonctionnement des installations. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que la cause des problèmes, majoritairement, c'était des problèmes de surdimensionnement et associés à des problèmes de maintenance qui manquaient à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas, sur toutes les installations qu'on accompagne, et ce depuis une bonne dizaine d'années, eh bien, on a un dimensionnement qui est très précis et on a un suivi maintenance qui permet d'avoir des installations qui produisent de façon très importante et sur une durée où on a des installations qui n'ont pas de soucis depuis 15-20 ans, quoi. Et qui ont largement amorti leur coût d'investissement. Donc voilà. Aujourd'hui, on réhabilite des installations qui ont été réalisées il y a 20 ans et toutes les nouvelles installations qu'on accompagne et qu'on réalise aujourd'hui, elles n'ont pas de problème. Alors, on a beaucoup de questions, mais j'aimerais juste compléter un peu au niveau du projet. En effet, donc c'est une copropriété qui avait eu le solaire thermique il y a plusieurs années et qui, comme avait été précisé, avait déjà un peu un retour d'information. Donc, c'est ce qui leur a permis aussi de se rendre compte que l'installation avait des problématiques parce qu'ils avaient une baisse d'année en année de la production en solaire thermique. Et donc, ça montrait qu'il y avait un problème au niveau de l'installation. Et donc, ils avaient déjà l'abonnement avec l'INES qu'ils ont reconservé, ce qui est quand même important et ce qui leur permet d'avoir un suivi très précis de cette installation parce que voilà, ça a été un projet de le relancer alors que des fois, ça peut porter débat.
Et voilà, ils ont continué à se dire, bah, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on a de l'intérêt parce que ça couvrait quand même une bonne partie de leur consommation. Et ils ont quand même souhaité conserver ce solaire thermique. Et avec le nouveau dimensionnement, parce qu'on a quand même quasiment diminué de moitié le dimensionnement de l'installation, ils arrivent quand même à couvrir encore leur consommation annuelle. Il y a des questions un peu techniques au niveau du chat. Donc, il y avait une personne qui nous dit, j'ai beaucoup entendu de la part de différents professionnels du bâtiment que le solaire thermique ne se faisait plus. Trop de soucis de maintenance et défaillances dans le temps. Est-ce à cause du problème que vous évoquiez sur le surdimensionnement entraînant surchauffe ou y a-t-il d'autres problèmes? Je pense que principalement sur le retour d'expérience que j'ai, entre les installations que j'ai vues, là, nous, on a à peu près entre 10 et 15 installations avec du solaire thermique. C'est que souvent, bah, voilà, le surdimensionnement ou la mauvaise conception, ça peut arriver aussi. Des fois, les installations sont simplement mal conçues. Et le troisième volet, du coup, bah, c'était aussi, comme je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le matériau utilisé en fait pour les réseaux, qui n'était pas du tout adapté. Mais bon, ça, au moment où au moment des installations, on n'avait pas forcément l'info. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, le matériau, donc l'électrozingué, qui représentait, on va dire, 80% des installations, n'est pas du tout adapté. Donc, fuite à répétition, surdimensionnement du coup qui détériore grandement en fait l'installation. Parfois aussi peut-être des techniciens qui sont pas forcément formés ou autres. Tout ça en fait fait que on a des installations qui se dégradent et à remettre en service, ça coûte beaucoup d'argent. Pour autant, je rejoins ce que disait Monsieur Vasilevski tout à l'heure concernant des installations qui ont été refaites il y a quelques années, qui sont toujours fonctionnelles. Moi, j'en ai une que j'ai récupérée en entretien il y a à peu près 1 ou 2 ans, qui a été faite en 2002. Je crois que c'était un des projets du coup cofinancé par l'ADEME à la Grande Motte et qui est toujours fonctionnel. Donc, je veux dire, aujourd'hui, si le personnel est qualifié pour maintenir ce type d'installation, ça fonctionne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Super, merci. Et du coup, en complément là par rapport à ce problématique d'acier, on nous pose la question depuis quand cet acier en fait il est plus utilisé et de ce fait, quel âge ont généralement les installations qui nécessitent sans doute un remplacement de ces éléments-là? Alors, j'ai pas en tête la date à laquelle du coup c'est devenu interdit ou déconseillé. Ce que je sais, c'est qu'on va dire par exemple Carré Nostra, là, de 2009, je pense que c'est la tranche on va dire des copros qui ont entre 15 et 10 ans. Je pense que ça correspond à peu près à l'époque où il y avait énormément de subventions du coup sur le solaire thermique. Donc ça correspond à peu près à cette tranche d'ancienneté de copropriété, on va dire. 10 15 ans, ça me semble assez bien, je veux dire. Et en complément, du coup, est-ce que vous avez l'information sur les nouvelles résidences qui peuvent être construites à l'heure actuelle qui ont du solaire thermique? Ils ont déjà changé de matériaux? Alors moi, sur tout ce que je vois aujourd'hui en neuf, je vois aucun solaire thermique. D'accord. Donc, on va dire 90%, 80-90%, c'est des pompes à chaleur. Quelques chaudières gaz, mais une fois de plus, voilà, en tout cas, sur ce que je vois à Montpellier, c'est quand même assez peu. Solaire thermique, malheureusement, non, ça sort plus du coup sur du neuf. Alors, il faudrait peut-être plus demander aux bureaux d'études qui, eux, sont peut-être Mm. plus acteurs, on va dire, des projets neufs que nous. Mais voilà, après, moi, on va dire 80% de mon parc, on va dire, d'entretien sur ce type d'installation, c'est des copros qui ont 10 à 15 ans. D'accord. On a une question dans le chat de nouveau. Quels sont les prérequis pour une telle installation, configuration du toit, nature du système de distribution existant? Ouais. Alors, si c'est de la rénovation, entre guillemets, pas grand-chose, hein, si ce n'est une étude en fait surtout sur les besoins et de l'installation et la capacité qu'elle peut produire. Si c'est de l'installation, donc c'est-à-dire de la création, effectivement là c'est encore autre chose parce que du coup il y a certaines contraintes liées en fait à l'installation des panneaux. Ça peut être du poids, ça peut être le type de toit utilisé aussi. On va dire si c'est un toit plat, si c'est un toit traditionnel. Il peut y avoir aussi l'exposition, par exemple, si vous êtes comment dire, dans une voie aérienne, ce genre de choses. Enfin, il y a tout un tas, si vous voulez, de contraintes qui peuvent rentrer en ligne de compte. Voilà. Si c'est sur de l'installation, le mieux, c'est de se rapprocher d'un bureau d'études qui, lui, on va dire, pourra
ne serait-ce qu'en une visite, pouvoir vous donner du coup un ordre d'idée sur la faisabilité du projet ou pas. C'est-à-dire que nous, on peut le faire aussi grâce à la formation qu'on a passée, mais on n'aura pas les mêmes garanties qu'un bureau d'études. Pour compléter, vas-y, Adrien. Et puis les missions, le réseau des missions chaleur renouvelable que j'ai présenté tout à l'heure réalise du coup ces visites et ce pré-diagnostic gratuitement. Donc voilà, si vous souhaitez étudier la possibilité de mettre en place du solaire thermique, eh bien, vous pouvez les contacter et eux-mêmes peuvent déjà vous donner un préavis sur la possibilité d'intégrer ce tel système, à la fois sur les caractéristiques de votre toiture, mais aussi sur les caractéristiques de votre réseau d'eau chaude sanitaire existant. En complément, nous, c'est vrai que du coup, à l'ALEC, on a souvent réorienté vers l'émission chaleur pour avoir ces premiers éléments parce que, comme j'ai pu présenter au début sur le diagnostic de performance énergétique ainsi que le plan pluriannuel de travaux, c'est des éléments qui sont là pour des aides à la décision. Après, c'est la copropriété qui choisit de mettre en place ou pas des travaux ou de faire un changement de système de chauffage. Mais l'étude d'opportunité que peut réaliser également la mission chaleur a ce rôle-là d'aide de prise à la décision. Après, il faut forcément travailler avec un bureau d'études certifié pour pouvoir faire une étude de faisabilité ou de partir avec un maître d'œuvre pour avoir vraiment un projet de rénovation qui va être plus complet et qui va se coller parfaitement en fait aux besoins de la copropriété pour avoir un projet final pertinent. Voilà, n'hésitez pas à revenir soit à la LEC et nous, après, on fait le lien et ça nous permet de rester dans la boucle et de voir le suivi, ou alors de directement contacter l'émission Chaleur si vous le souhaitez. Et on va finir avec une dernière question pour le webinaire et après, on va pouvoir se dire au revoir pour ce soir. Donc, pourquoi préférer la pompe à chaleur au solaire thermique sur le neuf? Je pense que c'est surtout politique, c'est-à-dire que il y a des conditions effectivement au niveau des DPE qui sont mis en place. On a une limitation de déperdition autorisée sur du bâtiment neuf. Et d'ailleurs, pour être dans ces clous-là, on a les résidences produisent en généralement de l'énergie renouvelable. Donc, on a beaucoup de résidences avec du photovoltaïque, par exemple. On a quand même des résidences qui ont mis du solaire thermique ou qui ont utilisé du bois énergie pour pouvoir limiter ces déperditions et donc optimiser les consommations. Et puis, il y a quand même une vague dont on remarque assez récemment de vouloir partir particulièrement sur la- l'énergie électrique et l'utilisation voilà, de l'électricité en France, de par aussi peut-être ce côté d'indépendance qu'on pourrait avoir par rapport aux autres pays, notamment avec le gaz. Donc ça peut être un des éléments qui permet de promouvoir d'autant plus la pompe à chaleur. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Adrien. Je n'aurais pas aussi bien répondu sur ce sujet, mais d'un point de vue technique, si vous voulez, les deux ne sont pas incompatibles, hein. On peut mettre en place du solaire thermique et compléter en appoint par une pompe à chaleur ou une autre solution bois énergie, si vous voulez. Là. Ce qui est intéressant aussi dans la chaleur renouvelable, c'est que, on peut avoir des couplages avec différentes énergies pour substituer 100% des énergies fossiles. Voilà. Donc, il y a une multitude de solutions par rapport à une multitude de besoins. Et en tout cas, la chaleur renouvelable permet de répondre à l'ensemble des besoins existants. Voilà. Merci. Et non, du coup, pour compléter et pour finir, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour avoir des retours d'expérience sur la rénovation au niveau de Montpellier pour les copropriétés. On a bientôt également un retour d'expérience qui va sortir sur le bois énergie. Il y en a d'autres qui sont également présents sur le reste de l'Occitanie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et si vous souhaitez nous contacter, nous avons notre adresse copro@alec-montpellier.org par laquelle vous pouvez contacter l'ensemble des conseillers copropriété et vous pouvez également choisir de vous inscrire à notre newsletter copropriété si vous n'êtes pas venu par ce biais-là à notre webinaire pour avoir d'autres informations au sujet des copropriétés. Merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions qui ont enrichi ce webinaire. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et vous aurez des informations pour revenir
sur ce webinaire, la page internet qui y sera dédiée et le replay en particulier. Je remercie également les intervenants de ce soir. Donc, tout d'abord, Adrien Vassilevski de l'ADEME, avec qui on a pu monter ce webinaire et vous proposer des retours d'expérience. Et donc également la résidence qu'a pu nous montrer Daniel Gessner et Antoine Coquille pour la réhabilitation en solaire thermique. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.